Bonjour à tous. Alors en effet, ce moment de détente va nous permettre d'accueillir les classements que je vais vous présenter dans les meilleures conditions possibles, puisque je vais vous présenter les classements de l'indice de positivité des nations de l'OCDE et des entreprises du CAC 40. Oui, et nous allons évidemment parler de la ville de Paris, puisque nous avons la chance d'avoir Anne Hidalgo à nos côtés aujourd'hui, et je vous céderai la parole ensuite. Alors permettez-moi de commencer par vous dire que nous sommes très fiers de vous accueillir à nouveau à l'occasion de ce Global Positive Forum, dans le cadre de sa masterclass que nous dédions donc chaque année aux indices de positivité. Alors cette année, nous allons vous présenter 2 études. La première porte sur le traditionnel classement des pays de l'OCDE que nous faisons depuis 2013 maintenant. Et puis la deuxième sur les résultats du 3e baromètre de la positivité des entreprises du CAC 40, présenté pour la première fois dans ce contexte. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que la même méthodologie a été appliquée pour ces 2 études, puisque nous les avons réalisées sur la base de données publiques uniquement. Alors pour les pays de l'OCDE, pour information, nous analysons les données issues de sources comme l'OCDE évidemment, ou encore de la Banque mondiale. Et pour les entreprises du CAC 40, nous étudions évidemment les documents de référence et les rapports intégrés. Alors ce sont plus de 16 000 pages qui sont analysées chaque année par nos experts. Et à travers ces études, nous souhaitons mettre évidemment chaque pays et chaque entreprise face à ses responsabilités et les inciter collectivement à placer les enjeux de long terme et l'intérêt des générations futures au cœur de leurs activités et de leurs politiques, dans une logique évidemment d'amélioration continue et de mise en œuvre de leurs engagements. Alors sans plus attendre, je vais vous révéler le trio de tête du classement 2019 des pays de l'OCDE, qui, sans grande surprise, reste inchangé cette année par rapport à 2018, avec dans l'ordre l'Islande, la Norvège et la Suède. Les pays nordiques sont une nouvelle fois les pays les plus positifs, avec respectivement des indices de positivité de 74, 72 et 71%. Ensuite, de la 4e à la 8e place, les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, la Nouvelle-Zélande obtiennent tous des indices de positivité supérieurs à 60%. Le Royaume-Uni, quant à lui, ne souffre pas d'un effet Brexit et progresse de 3 places, arrivant ainsi au rang 9 du classement. Alors, sur les indices relatifs à l'éducation, l'Islande et le Mexique se distinguent particulièrement. Les pays nordiques, eux, confirment leurs avancées sur le plan de la gestion durable des ressources naturelles, de la préservation de l'environnement, avec un trio de tête composé de l'Islande, de la Suède et de la Norvège. Alors, cependant, la performance globale des pays de l'OCDE est en léger recul sur les indicateurs mesurant la préparation des infrastructures pour les générations futures et témoigne des nombreux efforts encore à réaliser afin de réduire de manière effective les émissions de gaz à effet de serre pour endiguer le déclin de la biodiversité et assurer un cadre de vie de qualité aux citoyens. Sans grande surprise, à nouveau, la performance globale des pays de l'OCDE en matière de gouvernance, cette fois, recule de 4 points par rapport à 2018 et traduit le besoin d'une confiance renouvelée entre les citoyens, les institutions et les représentants politiques. À l'inverse, la forte amélioration du score relatif à l'inclusion positive de 11 points traduit une plus grande tolérance aux autres, notamment envers les populations immigrées. À noter également une meilleure inclusion des outsiders, c'est-à-dire les personnes âgées de moins de 30 ans et de plus de 55 ans sur le marché du travail. Quelques mots très brefs pour faire un focus sur la France, qui reste, elle, en milieu de classement et qui perd une place, qui arrive maintenant au 18e rang avec un indice de positivité de 50%. Des améliorations sensibles sont à noter sur certains des indicateurs. La finance positive progresse, l'inclusion positive, regroupant les indicateurs relatifs à la santé et à la tolérance, augmente, également traduisant un meilleur rapport à soi et aux autres. La gouvernance, quant à elle, connaît la plus forte progression, notamment par rapport à la perception d'un niveau de corruption très bas. Alors, cependant, la plupart des indicateurs voient une stagnation, voire une dégradation de leurs résultats. Par exemple, la France demeure le pays de l'OCDE où le revenu des parents détermine le plus fortement la réussite des enfants. Cette étude montre que la France doit agir et prendre des mesures concrètes, rapides sur l'éducation, sur la solidarité, sur le logement et une utilisation plus positive de ses ressources.
En ce qui concerne maintenant, et pour terminer, les entreprises du CAC 40, pour cette troisième édition, la moyenne de la positivité des entreprises du CAC 40 enregistre à nouveau une progression pour atteindre un score de 51%, ce qui représente plus 5,7 points par rapport à 2018 et plus 9,6 points par rapport à 2017. Alors, ce sont les indicateurs évaluant la définition d'une vision stratégique positive de long terme qui enregistrent la plus forte progression avec plus 17 points par rapport à l'année précédente, témoignant d'un engagement accru des dirigeants en faveur des générations futures. Alors, cet engagement des dirigeants des entreprises du CAC 40 se manifeste aussi au travers de bonnes conditions de travail, avec un score de 64%, c'est-à-dire plus 4 points par rapport à 2018, et des progrès réalisés en matière d'empreinte environnementale, plus 6 points, et notamment par un meilleur recyclage des déchets, plus 24 points, et une augmentation du recours aux énergies renouvelables, plus 6 points, même si elle ne représente toujours que 20% de la consommation d'énergie totale. Et enfin, le développement de produits et services éco-conçus, puisque 37 entreprises sur 40 ont une démarche d'éco-conception. Alors globalement, les entreprises sont de plus en plus conscientes, on le sait, des enjeux et du rôle qu'elles ont à jouer. Nous allons en parler tous ensemble en vous donnant la parole dans une minute. Pour accélérer la transition vers une économie positive, 26 d'entre elles ont obtenu un score supérieur à 50% en 2019 contre 16 en 2018. Alors, toutefois, la marge de progression demeure substantielle, non seulement en termes de politique responsable et positive à mettre en œuvre, mais également en matière de reporting, de transparence et de publication des données. Alors, en marge de cette étude et pour conclure, plusieurs entreprises ont décidé de calculer leur indice de positivité de manière approfondie, donc c'est-à-dire pas seulement sur la base de données publiques, en nous transmettant également des données donc non publiques. Nous travaillons avec elles pour mettre en œuvre des recommandations stratégiques et les accompagner dans leur transition positive. Et nous sommes très heureux de réunir plusieurs d'entre elles à cette table et espérons que nous serons plus nombreux encore l'année prochaine. Merci beaucoup, chère Audrey. Merci pour la présentation de ces différents éléments. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Cédric Bécher. Je suis directeur associé et cofondateur du cabinet Nomadeis, qui partage depuis bientôt 20 ans les aventures de Positive Planète et de l'économie positive avec Jacques et ses équipes. C'est un grand plaisir pour moi d'animer cette seconde masterclass, seconde du genre, à l'OCDE l'an dernier, au ministère cette année, unité de lieu, et l'occasion de réunir autour de cette table des dirigeants d'entreprise, des dirigeants de territoire, des dirigeants d'institutions internationales, des représentants d'acteurs citoyens, collectifs de la société civile, pour illustrer à merveille ce que nous souhaitons faire avec ces indices, à savoir bien sûr mesurer, on a parlé ce matin d'engagement, c'est indissociable comme notion de celle de diagnostic et puis de celle de mesure de progrès. C'est pour ça que cet après-midi, on parle de mesure. Et évidemment, c'est très important pour nous que ces indices soient des outils de dialogue, et de dialogue entre des acteurs qui ont encore plus besoin de se comprendre à la lumière des défis d'aujourd'hui sur les questions de transition. Alors, merci pour tous ces éléments. Vous aurez les uns les autres l'occasion de réagir. J'espère que la relaxation a permis à tout le monde de se relaxer, y compris ceux qui ont des TGV dans 3 minutes 30. Je voudrais sans tarder donner la parole à Anne Hidalgo, Madame la maire, et puis ensuite 3 autres grands témoins pour réagir. Alors, vous nous avez fait l'honneur d'ouvrir les portes de Paris aux travaux et de recherche et de recherche-action sur ces questions d'indices. Donc, vous avez été un laboratoire, vos équipes se sont largement mobilisées pour nous challenger sur des choix méthodologiques, pour voir ce qu'on pouvait remonter comme données. Merci d'être là, merci infiniment. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous attendez de cette démarche, comment elle s'articule avec d'autres choses que la ville de Paris fait, et puis peut-être un regard sur votre expérience internationale en tant que récemment ex-présidente du C40, mais avec toujours, je crois, beaucoup d'investissements à l'international. À vous la parole. Merci. D'abord, merci beaucoup, Jacques. Merci à vous de m'accueillir. C'est vrai que je suis une fidèle de ces forums sur voilà, ces indicateurs, ces politiques positives. Et je veux vous dire qu'elles m'ont été extrêmement utiles, notamment dans ce mandat que j'ai entamé en 2014, à la fois comme maire de Paris, puis comme présidente du C40, c'est-à-dire des 98 plus grandes métropoles mondiales. Cette démarche m'a été très très utile parce qu'évidemment, comme tous les acteurs économiques, institutions et à l'échelle locale, nous savons que nous sommes des acteurs qui jouent un rôle important dans la mesure où nous sommes une ville comme Paris, un petit morceau de
planète, avec ses acteurs économiques, ses acteurs sociaux, des citoyens, avec l'ensemble de tous ces jeux qu'il faut faire converger vers un objectif qui est celui de vivre mieux ensemble, et de faire coïncider cette volonté de vivre mieux ensemble avec les exigences d'une économie, les exigences d'une société, d'une démocratie et des institutions. Mais lorsque j'ai démarré ce mandat en 2014, je pense que collectivement, nous n'étions pas encore conscients de l'urgence. Qui était là. Je pense que collectivement, nous avons pris conscience de l'urgence, notamment au moment de la COP 21, la COP de Paris, qui, à partir d'un travail qui a été poussé par l'ONU, mais auquel se sont associées les villes. Pour la première fois, les villes étaient véritablement associées à la dynamique qui a permis l'accord de Paris, mais aussi les entreprises et les ONG, parce que au moment de cette COP 21 de Paris 2015, l'ONU elle-même comprend qu'elle ne peut pas juste jouer sur la diplomatie des États. Elle est nécessaire, elle est indispensable. Évidemment, je ne tiendrai pas un propos différent de cela, mais elle n'est pas suffisante. Et pour comprendre la société et avancer, il fallait mettre tous ces acteurs autour de la table. Dans les villes, ces acteurs se retrouvent naturellement autour de la table parce que c'est l'endroit où convergent tous ces intérêts différents, mais où il faut chercher un sens, et un sens qui doit être le sens le plus largement partagé pour pouvoir avancer. Et à partir de 2014, lorsque nous avons commencé, 2015, à mettre en place des actions très déterminées, très parfois reconnues comme radicales sur les questions notamment d'environnement, on voyait bien que, et pourtant c'est pas si vieux, c'est il y a 4 ans, 5 ans, le manque d'indicateurs, la difficulté à parler un langage commun, parce que nous n'avions pas ce langage commun, chacun étant focalisé sur les indicateurs de la performance tels que définis, soit dans les entreprises, soit à l'échelle du pays, soit pour une collectivité comme la nôtre, souvent d'ailleurs des indicateurs de performance définis uniquement à partir d'indicateurs comptables, le niveau de la dette, des indicateurs importants. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas importants, mais quand même extrêmement réducteurs par rapport au bouleversement que nous étions en train de connaître. Et le fait de trouver avec Positive Planète une méthode pour essayer d'objectiver des indicateurs qui sont difficilement objectivables, mais en fait qui peuvent l'être, et qui renvoient à la qualité de vie, pour nous, ça a été vraiment une aventure extrêmement importante qui nous a permis aussi de dialoguer avec les autres acteurs publics, privés, citoyens, avec lesquels nous sommes en action. On voit bien, à partir de la démarche notamment de Positive Planète, que en fait, tout est dans tout, évidemment on est dans une approche systémique des choses, évidemment qu'on ne peut pas concevoir une politique qui tienne compte de l'avenir si on ne respecte pas les enfants, les générations futures, et si on ne les intègre pas dans la prise de décision aujourd'hui. Évidemment qu'on ne peut pas tenir compte de la raréfaction des ressources de la planète, le fait que nous ayons eu des économies extrêmement prédatrices, si on ne tient pas compte de l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Et évidemment que si on ne se préoccupe pas des questions sociales, nous allons vers des sociétés qui sont des sociétés de chaos, de conflits. Et j'en parlais avec Jacques Attali précédemment. L'étude récente de l'OCDE sur la place des classes moyennes et le désarroi des classes moyennes dans les pays membres de l'OCDE montre à quel point les inégalités qui font aujourd'hui décrocher ces classes moyennes sont de nature à fragiliser nos équilibres démocratiques. Et enfin, évidemment, on ne peut pas
penser l'avenir, agir pour l'avenir, si on n'intègre pas la nécessité de la démocratie, de la participation citoyenne, de la façon dont il faut aussi la rendre plus active et plus engageante pour chaque citoyen. Et en fait, le travail qu'on a pu faire autour de ces indicateurs nous a permis non seulement de nous rendre compte combien effectivement cette approche systémique était essentielle, mais aussi de pouvoir échanger, avoir cette base pour un langage commun avec l'ensemble des acteurs et décideurs, mais aussi citoyens, sans lequel il est difficile de se comprendre. Et on est dans un monde où chacun essaye d'agir plutôt sur la niche dans laquelle il intervient ou la communauté dans laquelle il intervient. Et les relations intercommunautaires sont beaucoup plus complexes. Donc, ça a été pour nous un exercice extrêmement stimulant. Et aujourd'hui, je voudrais le faire partager, bien sûr, à mes collègues du C40, proposer que ces indicateurs-là, aux côtés des programmes d'action sur lesquels nous nous sommes engagés ensemble, les maires des très grandes villes, on s'est engagés ensemble sur des programmes de réduction, notamment de la pollution atmosphérique, avec des plans sur la question du diesel et la mobilité extrêmement performants. On s'est engagés ensemble sur des programmes relatifs à l'implication des jeunes dans les processus de décision de nos villes. On s'est engagés ensemble dans des processus de participation citoyenne. Mais là, nous avons un outil qui va nous permettre de mesurer et de démontrer, parce qu'il faut apporter des preuves, de démontrer que ces politiques-là, qui essayent d'intégrer des questions relatives à la qualité de la vie, en fait, sont les politiques d'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir si on n'intègre pas aujourd'hui ces aspects dans nos politiques. Et aujourd'hui, nous avons les preuves à l'échelle de ce qui est fait pour les pays, de la ville de Paris aussi. Nous avons les preuves de l'intérêt de cette démarche-là, et je voudrais évidemment la faire partager à mes collègues à l'échelle internationale. Je pense que, au fond, ce que dit cette démarche, c'est que les critères très classiques, très réducteurs, qui ont servi à établir des évaluations de performance entre les pays, les villes, les entreprises, sont des indicateurs. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont et évidemment continuer à travailler avec ces indicateurs, mais qu'il faut les enrichir. Si on ne les enrichit pas, l'avenir sera difficilement possible et les indicateurs du passé ne nous permettent pas de tenir compte des générations futures. Je finis là-dessus. Les générations, on les voit à travers les adolescents qui se mobilisent dans nos rues chaque vendredi. Les adolescents qu'on peut avoir chez soi, j'en ai chez moi, donc je vis au milieu d'adolescents qui m'ont fait changer mon mode de vie. Voilà, ils sont tous végétariens, ils sont tous sur un rapport au monde qui est très très différent de celui que nous avons connu, et ils nous disent à longueur de journée, soit aux parents, soit aux institutions et aux représentants responsables politiques comme moi, qu'ils ne vivront plus comme nous, qu'ils ne travailleront plus comme nous, qu'ils ne veulent pas du tout aller dans le monde qui semble être celui qu'on leur a tracé. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à les écouter et à les intégrer dans nos réflexions. Et cette démarche de Positive Planète me paraît aussi être une démarche permettant de nourrir un dialogue avec ces jeunes. Je vous remercie. Merci infiniment, Anne. En effet, on travaille ensemble depuis longtemps et ce que tu viens de dire est très important, à la fois pour nous permettre de construire et pour sentir combien le monde est en train de changer, parce que les adultes que nous sommes, la plupart autour de cette table, commençons à écouter les jeunes. Et ce que tu l'as très 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 bien dit. Puisque tu m'y as autorisé, je vais donner le résultat de Paris, puisque Paris est la première ville qui accepte qu'on publie sa notation, comme les entreprises d'ailleurs, dont nous ne publions les notations qu'avec leur accord. On ne va pas faire comme avec les pays un classement significatif chaque année, mais Paris a obtenu cette année
la note de 80%, cet indice, qui est à la fois bien, mais comme me disait mon père quand j'avais une note plutôt correcte, il me disait « oui, c'est pas mal, mais tu peux mieux faire ». Donc, c'est plutôt mieux que pas mal, mais ça indique la marge de progression qui reste à faire. Merci beaucoup, Anne. Voilà. Merci pour le soutien, et nous ferons beaucoup plus ensemble. Voilà. Merci infiniment d'avoir rappelé l'importance de cette vision systémique, l'importance aussi du fait que les indices ne sont pas des fins en soi, ils sont là pour éclairer une action, ils sont là pour dialoguer avec les citoyens. Et on a senti dans tous les échanges avec le Ville de Paris que c'était un sujet extrêmement important. Et d'ailleurs, on a aussi autour de la table des représentants des générations futures qui, dans cet après-midi, des représentants du manifeste du collectif citoyen, collectif étudiant pour un réveil écologique, qui nous feront, j'espère, un certain nombre de piqûres de rappel, qui nous diront ce qu'ils attendent aussi dans quelques instants. Je leur passerai la parole de ces échanges. Merci infiniment, Madame la maire, pour votre présence et pour ce témoignage très, très précieux. Je me tourne vers Axel Dumas. Vous dirigez un grand groupe. C'est tout l'intérêt de ces masterclass et de ces échanges autour de l'indice de positivité, c'est qu'on réunit un certain nombre d'acteurs qui se réunissent autour de cet intérêt pour les indicateurs alternatifs de mesure de la performance. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi finalement vous avez choisi d'engager Hermès dans ce travail, ce que vous en avez appris et surtout comment vous pensez de façon un peu prospective que ce type d'outil peut aussi être utile à orienter votre action en matière de responsabilité sociétale et de prise en compte du long terme et de l'intérêt des générations futures dans la façon dont vous conduisez les affaires du groupe que vous dirigez. Bon, merci. Je vais essayer de vous répondre avec humilité, parce que je crois qu'il faut éviter dans ces cas-là d'être trop donneur de leçons. On essaye chacun de faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a, avec notre histoire. Moi, je suis la 6e génération, donc il y a quand même 5 générations qui sont préoccupées des générations suivantes pour que ça arrive jusqu'à moi, et j'espère le transmettre à la 7e et la 8e génération. En tout cas, c'est mon mandat. Donc je dois dire que ça nous occupe tous les jours chez Hermès, en disant... Qu'est-ce que ça sera Hermès demain aux autres? Je crois qu'il faut peut-être reprendre, à la base, moi c'est quelque chose en tout cas que je partage avec mes équipes, pratiquement l'étymologie de économie ou écologie. On parle de oikos, oikos nomos, oikos logos, c'est la maison, oikos chez les Grecs. Et voilà. Alors quand on a une maison, on essaie qu'elle ait des bonnes fondations, on construit rarement une maison pour soi, on la construit pour la transmettre, on essaye de recevoir correctement les gens qui passent, qu'ils soient salariés ou clients, puis on essaye de ne pas brûler le jardin. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que chacun, peut-être à sa petite échelle, peut agir. Alors moi, j'ai la chance de diriger une maison qui a 182 ans, qui est la maison Hermès, et qui fait la même chose depuis 182 ans. On n'a pas tellement changé notre système. On est devenu un peu plus grand, on est rentré au CAC 40, parfois on s'en plaint, mais on fait la même chose qui est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est du travail manuel. Un sac Hermès, c'est 15 heures de travail à peu près. Et ce qui veut dire qu'on consomme très très peu d'énergie. Voilà, nous, dès l'an prochain, on devrait être carbone neutre sur notre scope 1 et 2. On émet très peu de gaz à effet de serre, puisque c'est fait à la main. Voilà, et c'est fait comme ça depuis 100 ans. Donc on sera déjà sur notre activité propre, le scope 1 et 2, carbone neutre cette année. La deuxième chose, c'est que c'est fabriqué par des femmes et des hommes qui ont un savoir-faire incroyable. Et donc qui mérite respect et intérêt. Ça, je crois que c'est vraiment une question essentielle. D'abord, 70% de notre production est faite en interne. Je crois qu'on peut parfois se poser la question dans l'organisation économique de qu'est-ce que je délègue aux autres, qu'est-ce qui n'est pas fait par moi, et du coup, où sont les zones d'incertitude. Et puis 80% est fait en France. Donc on sait où c'est fait, on sait par qui c'est fait, et on peut passer les voir. Je crois aussi, c'est quelque chose d'important, parce que c'est un des critères que vous prenez, qui est le partage de la valeur ajoutée. Nous, tous les 4 ans, on fait un plan d'action gratuite, démocratique, pour que chaque salarié d'Hermès soit actionnaire d'Hermès. On en a encore fait un, donc maintenant, aujourd'hui, on a 100% des salariés qui ont reçu 24 actions, puisqu'on est au 24 Faubourg. Dommage qu'on ne soit pas au 32, mais... Voilà. Et je crois que c'est important de garder, et ça c'est un de vos critères, je reviendrai à la globalité de vos critères, mais l'ancrage territorial. Nous on a décidé qu'une manufacture c'était pas plus de 300 personnes, parce qu'au-delà de 300 personnes on ne peut pas se connaître par prénom les uns et les autres. Et donc on a aujourd'hui 42 sites de production en France, dans plus de 8 régions, et quand on peut, on va dans des zones rurales où il y a des vraies difficultés d'emploi. C'est aussi le rôle de l'entreprise de pouvoir recréer du lien, de l'activité et les services publics qui peuvent être financés par ça. Le 3e pilier d'Hermès, et je m'arrêterai là, c'est les matières premières. C'est la qualité des matières premières et trouver dans le monde les plus belles matières possibles. Et
je vous alerte juste, puisqu'on est là, sur la baisse des qualités des matières premières qu'on peut voir dans le temps à cause de l'industrialisation énorme, en particulier de l'élevage et de l'agriculture. Et c'est une dégradation très rapide. En 5-6 ans, on peut voir la différence. Ce n'est pas juste un événement long qui se dégrade, c'est vraiment exponentiel. Et donc ça, c'est vraiment une source de vigilance globale, parce que nous sommes un petit acteur là-dessus. Et tout ça, ça fait quoi? Des produits durables. Les produits Hermès sont faits pour durer dans le temps. Alors les cyniques pourront vous dire qu'on ne jette pas, qu'on garde. On peut dire cyniquement, ils coûtent tellement cher qu'on va les garder. Mais ça part dès le départ avec un produit qui se répare. On fait plus de 100 000 réparations par an de produits Hermès, de manière à ce que ça puisse transmettre de la grand-mère à la petite fille. Alors dans ce cadre-là, je crois que c'est très important, et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu s'associer au baromètre de Positive Planète, et bien d'avoir quand même une méthodologie indépendante, d'avoir un regard extérieur, parce qu'on a tous nos angles morts, on a tous l'impression, nous les entreprises, que finalement on fait quelque chose de pas si mal que ça, et d'être confronté à un regard extérieur avec une méthodologie globale, pour nous c'est essentiel. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut faire bien attention, c'est que j'entends souvent oh là là, les clients vous demandent ça. Voilà. Non, il ne faut pas le faire pour des questions marketing. Sinon, on va tous être... chacun va avoir un discours très flatteur, comme dans la publicité de mon enfance, on disait « ça va laver plus blanc que blanc ». On ne sait pas quoi. Peut-être qu'ils seront plus verts que verts, on ne sait pas. Mais cette idée justement d'avoir des organismes ayant cette volonté de projeter tous ces sujets de génération en génération qui nous regardent, qui nous auditent. Et donc nous, ça a été un vrai plaisir de travailler. Ça nous a parfois challengé un peu. On se croit toujours un peu meilleur qu'on est. C'est peut-être très stress. Mais bon, on s'en est pas si mal tiré que ça, sinon je pense que je ne serais pas là. Et la seconde chose qui est très importante, à mon avis, avec Positive Planète, qui vaut la peine, c'est de prendre le sujet de façon holistique. C'est-à-dire vous avez vraiment les 5 critères, les thèmes identifiés, et plutôt que les opposer, comme on peut parfois aller voir, c'est l'idée comment ça travaille ensemble, de manière à réunir dans le développement durable vraiment les 3 cercles qui sont l'économique, le social et sociétal et l'environnement. Et de se dire qu'aujourd'hui, on peut travailler là-dessus pour les générations futures et vraiment de manière à faire partie de la solution et pas du problème. Voilà. Merci beaucoup, c'est un témoignage très précieux. Vous parlez effectivement de vision holistique. Anne Hidalgo parlait effectivement d'approche systémique. On sent ce besoin d'ailleurs de recherche aussi de corrélation entre ces différentes composantes de l'indice. Vous avez raison de souligner la notion d'indépendance. Je crois que c'est important effectivement qu'il puisse y avoir ce type d'outils qui soit indépendant. Et puis vous avez parlé de l'ancrage territorial, du partage de la valeur, qui sont effectivement, alors pas forcément les sujets les plus simples à mesurer. On a d'ailleurs un certain nombre de grands dirigeants qui nous disent attention au que quantitatif, il faut aussi du qualitatif, mais il faut se préoccuper de ces sujets même s'ils sont difficiles et complexes à mesurer. Et on sent effectivement que c'est des éléments très importants. Je voudrais saluer tout le travail qui a été fait par vos équipes. On a conscience que remonter toutes les données, avec en plus l'exigence qu'on a d'avoir des historiques sur 5 ans et des objectifs à 5 ans, ça représente beaucoup de travail pour les équipes. Donc merci pour ça. Et on espère de tout cœur que effectivement, vous irez plus loin en créant un historique et en poursuivant ce travail au fil des années. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci. Je me tourne vers Patrick 19. Entreprises et secteurs différents. Vous n'êtes pas membre du CAC 40, Aviva, France et Europe, que vous dirigez. Merci beaucoup d'être présente. Vous êtes aussi pionnier du travail sur l'indice de positivité. Patrick, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous a incité finalement à vous lancer dans ce travail, ce que vous en attendez, et puis peut-être sentez-vous très libre de réagir à ce que Axel Dumas ou Anne Hidalgo on peut dire, puisqu'on est dans cette logique de dialogue. À vous la parole. Merci. C'est une question qui est toujours intéressante parce que de temps en temps, on prend des décisions dans l'entreprise, on pense qu'on les a mûrement réfléchies, et quand après les avoir prises, on fait un peu de backtesting, comme on dit en bon français, ce n'est pas nécessairement les raisons premières qui sont celles qui donnent le plus de résultats. Donc c'est un exercice intéressant que de préparer la réponse à cette question. En fait, j'ai trouvé 4 raisons finalement qui ont été les raisons les plus profondes pour le choix d'Aviva de participer. Elles ne sont pas toutes très, très rationnelles, mais je n'ai pas honte de le dire. Elles n'ont pas toutes la même importance, heureusement. Mais la première, c'est en fait la volonté de l'équipe dirigeante. Une entreprise dit qu'elle a des valeurs, ça c'est la partie belle, la partie présentée, mais finalement on se rend compte que quand il faut bouger un peu les lignes, la conviction personnelle des dirigeants sert beaucoup. Et finalement c'est vrai qu'autour de le comité de direction générale, autour de moi, avait vraiment cette volonté. Et on a voulu tester, et en faisant un petit tour d'horizon, en testant qu'est-ce qui pourrait donner du sens à l'ensemble de nos démarches, au départ solidaires,
Alors maintenant, j'aime bien le mot positif que je n'utilisais pas à l'époque. J'ai trouvé qu'effectivement, la démarche, nous avons trouvé que la démarche était intéressante. Ça, c'est le premier point, mais qui est un peu anecdotique. En fait, ça rejoint quelque chose qui, à mon avis, est plus profond. L'engagement politique est important, je n'oserais pas dire le contraire, mais l'engagement politique, il est pas suffisant. Alors, on ne parle pas encore beaucoup de positivité politique, mais on parle beaucoup d'écologie politique, qui est quelque chose qui, à la fois, me semble nécessaire d'un côté, mais également montrer ses limites. C'est l'écologie politique qui arrive aussi beaucoup à l'écologie punitive. Donc, si on n'a pas ceux qui font, mais qu'on n'a que ceux qui encadrent, qui peuvent de temps en temps, par le biais fiscal, orienter un tout petit peu, c'est pas suffisant. Donc je pense que, quelle que soit la conception qu'on peut avoir de l'économie, même si je suis très clairement, et je vis dans un monde d'économie libérale, mais l'entreprise a son rôle à jouer. Alors c'est très bien qu'on commence, parce que je pense que c'est ce qui va aider à diffuser la culture par les entreprises du CAC 40, mais le territoire économique, ce ne sont pas que les entreprises du CAC 40. Nous sommes, parce que nous sommes aussi des investisseurs institutionnels, on se rend compte que les entreprises de taille petite et moyenne font beaucoup plus bouger finalement le territoire que les grandes entreprises, même si j'ai noté le nombre de sites de production d'Hermès. Donc nous aussi, dans notre rôle d'investisseurs institutionnels, c'était quelque chose qui était pour nous important. Que ce soit dans des... Alors, il y a des initiatives qui ne seront pas directement touchées par ça, même si elles sont plutôt, j'allais dire, belles sur le plan humain. Le soutien à des initiatives, je vais les appeler positives, comme on le fait dans le cadre de la Fabrique Aviva, mais plutôt sur nos actions d'investissement, alors sur les toutes petites entreprises en création, avec le fonds Impact Investing, ou d'une façon générale, sur le fait que nous avons des clients qui, effectivement, ont la possibilité d'être intégralement investis dans des fonds de type ESG. Et c'est vrai que c'est pas suffisant. Ça serait mauvais de dire que c'est uniquement parce que le client le demande, mais c'est important de dire parce que le client le demande aussi. Parce qu'il faut que la chaîne économique, elle marche de A à Z. Sinon, on arrive très rapidement à un cul-de-sac. Désolé de le dire, on arrive à un effet de mode, et on sait que les effets de mode, ils disparaissent. Donc ça, c'est très bien. Simplement, on se rend compte, justement parce qu'il y a ce risque d'effet de mode, qu'autour de la notion de positivité, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et il me semble important de pouvoir y donner de la rigueur. La démarche m'est apparue rigoureuse. Je vois que Cédric boit du petit lait, d'ailleurs, quand je dis ça. La démarche m'est apparue rigoureuse. La volonté d'étendre ça des pays jusqu'aux villes, jusqu'aux entreprises, ainsi de suite, m'est apparue bonne. Moi, j'ai un rêve ultime. Alors, je suis peut-être un peu ambitieux, ou en tout cas ambitieux et impatient, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais c'est également, on manque d'indicateurs de référence. Et je ne pense pas aujourd'hui, puisque nous parlons là d'investissement, et l'argent reste quand même le nerf de la guerre, qu'aujourd'hui, même les tentatives faites par les grandes agences de notation, les 6 célèbres agences de notation, soient réellement crédibles dans ce sens-là. Donc moi, j'ai aussi envie d'orienter, d'aider mes clients, d'aider les investisseurs, puis au-delà de ceux d'Aviva, j'ai pas de raison d'être exclusif là-dessus. Donc je pense que l'indice de positivité peut devenir aussi un indice de notation au niveau des investissements. Alors, c'est peut-être pas demain, Jacques, mais après-demain. Pourquoi pas? Non, ça devrait être hier, et donc ça sera demain, parce Voilà. qu'il est évident que nous devrions avoir un indice de positivité des fonds, un indice de positivité d'impact, et on y travaille, et j'espère qu'on va y travailler ensemble. Et le dernier point, c'est on n'est pas crédible si on ne s'applique pas soi-même ce qu'on veut appliquer aux autres. Donc je pense que c'était intéressant, au-delà de ce que l'on croit pouvoir bien faire au niveau empreinte carbone, au niveau d'avoir été la première entreprise française à donner au papa le même congé parental qu'aux mamans, la même durée de congé parental qu'aux mamans. Au-delà de ce qu'on pense bien faire, effectivement, de se comparer à la réalité. Alors effectivement, on est toujours un peu moins bon qu'on pense l'être. Ça, à la limite, je pense que c'est normal. Mais on n'est pas toujours bon là où on pensait l'être. Je serais très content de dire à l'ensemble de mes salariés que leurs conditions de travail sont meilleures que 90%. Mais je pensais au contraire être relativement bon sur mon empreinte environnementale. Ben, je ne le suis pas. Et en fait, n'est sérieux que ce qui se mesure et ne peut progresser que ce qui se mesure. Donc effectivement, outil de dialogue, mais aussi outil pour bâtir des plans de progrès. Donc c'est un peu ces quatre raisons qui nous ont fait j'allais dire, tenter l'aventure, et avec grand plaisir.
Merci Patrick pour l'exposé très clair de ces motifs. Effectivement, cet indice, encore une fois, j'insiste lourdement, c'est pas une fin en soi, il est là pour révéler un certain nombre. Et on est souvent dans cette situation où finalement les résultats interpellent les dirigeants des entreprises. Ils reconnaissent un certain nombre de points forts qu'ils attendaient, mais aussi des éléments sur lesquels ils pensaient être meilleurs. Et donc tout l'intérêt, c'est la mise en mouvement qui peut découler de ça en termes de plan d'action, en termes de transformation positive, progressive des organisations. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si je peux juste dire un mot, je pense que ce serait important Oui, que vous nous disiez si vous avez l'intention de le faire d'une façon régulière, parce que ça n'a pas de sens, à mon avis, si c'est fait une fois. À la limite, le point de départ n'est pas important. Enfin bon, on préfère qu'il ne soit pas trop mauvais. C'est le progrès qui est important. Et l'importance de créer un historique, et puis peut-être de s'en servir aussi demain comme un outil de dialogue avec vos parties prenantes, internes, externes à l'entreprise, pour associer dans une démarche inclusive sur les questions de gouvernance l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup, en tout cas. Donc une grande capitale mondiale, 2 groupes, et je sais que vous devez nous quitter, donc sentez-vous libre. Merci Patrick. Donc une capitale mondiale, 2 groupes de tailles différentes et dans des secteurs différents. Il nous a évidemment semblé aussi très intéressant d'interroger l'État. Donc je me tourne maintenant vers le commissariat général au développement durable qui est à ma droite, Martin Borsmeyer qui représente Thomas Le Sueur. Martin, vous êtes engagé sur ces sujets également de mesure. Je crois que évidemment on s'attend tous à avoir quelques éléments de feedback en bon français de votre part sur finalement la place de la France dans ce qui a été présenté par les résultats qui ont été présentés par Audrey. En tout cas, ça nous intéresse d'avoir votre lecture de la performance nationale. C'est évidemment un des points sur lesquels on aimerait vous entendre si vous le voulez bien. Et puis de façon plus générale, on a bien sûr une préoccupation dans tous les efforts de développement de ces outils, préoccupation de bonne articulation avec ce qui existe par ailleurs, avec des initiatives qui sont menées, avec d'autres outils qui sont mis à disposition des territoires ou des entreprises, avec des cadres, on aura l'occasion d'y revenir, comme les objectifs de développement durable, des cadres plus globaux. Donc peut-être votre retour d'expérience sur ces outils de mesure de positivité, votre regard d'expert sur la méthode, l'utilité, l'usage. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. C'est une première occasion, je crois, pour nous de travailler sur ces indices. Et du coup, on est très intéressés à lancer ce partenariat, finalement. Alors, je pense que le premier élément qu'on a en commun entre nos travaux autour des objectifs de développement durable et les indices de positivité, c'est l'idée qu'il faut embarquer l'ensemble des enjeux et avoir des éléments un peu précis pour embarquer l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Donc ça, je pense que c'est un point commun. Le deuxième élément, c'est le fait de vouloir travailler sur des indicateurs. C'est pas complètement trivial, hein. Il y a un débat sur est-ce que les indicateurs, c'est la bonne façon de parler du monde. Alors évidemment, les indicateurs, ça n'enferme pas tout. Mais pour nous, c'est un élément important et les objectifs de développement durable, dont je parlerai un peu plus ultérieurement, ont marqué une différence avec ce qu'était le développement durable à la sauce de Kyoto, de Rio, etc., au sens où on passait à une gouvernance par des objectifs, par des indicateurs, ce qui permet un peu de concrétiser de quoi on parle, et pas d'être simplement sur un discours sur la gouvernance. Alors après, les indices de positivité, ils avaient un train d'avance, une antériorité, puisque je crois que c'est dès 2013 que vous avez initié des travaux avec l'OCDE. Bon, il se trouve que pendant ce temps-là, la communauté internationale réfléchissait à la suite des objectifs millénaires pour le développement, et qu'au même moment à peu près que l'accord de Paris, la communauté internationale, donc à la fois les États, mais aussi la société civile dans toutes ses composantes, se sont accordés sur ce qu'on appelle l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable. Et donc c'est aujourd'hui le référentiel mondial qui se décline à toutes les échelles et qui embarque tous les acteurs, le référentiel mondial du développement durable. Donc c'est celui-là sur lequel on travaille et dont je parlerai un peu plus. Il a donné lieu en France à des travaux pour établir un ensemble d'indicateurs, donc des travaux au sein du Conseil national de l'information statistique. C'est un endroit où on retrouve à la fois les services statistiques des ministères, et puis des représentants des entreprises, des associations, etc. Et donc ce Conseil national d'information statistique a stabilisé un ensemble de 98 indicateurs pour la France, à partir duquel nous, on travaille. Un point non pas qui nous oppose, mais qui différencie nos démarches, c'est qu'au sein de nos services statistiques, on se refuse à faire des agrégats d'indicateurs qui parlent de choses différentes. Pourquoi ? Parce que finalement, on n'a pas de méthodologie qui permette de faire ces agrégats, si ce n'est de manière artificielle. Mais la force d'indicateurs agrégés, on a le cas aussi avec l'empreinte écologique, là, qui permet de dire c'est la journée du dépassement, etc., donc le Global Footprint Impact. Ces indicateurs agrégés, dont les indices de positivité, ont une grande force, c'est d'être
très facilement communicants et d'avoir un impact très important dans la société. C'est un élément de sensibilisation, donc ça, c'est un élément très fort de votre démarche. Nous, peut-être pour des raisons un peu techno, on en reste à l'idée qu'il vaut mieux travailler avec un bouquet d'indicateurs parce que finalement, on ne peut pas ramener à une métrique commune des enjeux aussi différents. Dans les éléments importants de votre démarche et qu'on ne retrouve pas dans les indicateurs, dans les objectifs de développement durable, il y a cette idée d'aller chercher le qualitatif, d'aller travailler par enquête sur une appréciation de la trajectoire. Donc c'est un élément très important. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été retenu à l'échelle de la planète ? C'est parce qu'il est un peu coûteux. C'est-à-dire que faire des enquêtes de ce type-là auprès des citoyens ou des acteurs économiques, dans les pays de l'OCDE, on sait faire, l'INSEE fait ça, très bien. S'il faut étendre à des pays qui ont beaucoup moins de moyens institutionnels et financiers, ces indicateurs qualitatifs sont plus difficiles à collecter finalement. Alors, pour terminer très vite, puisque vous me demandiez un peu comment on situe l'indice de positivité par rapport à ce qu'on manipule, nous, on a observé qu'on a regardé d'autres classements. Du coup, il y a un classement du Sustainable Development Solution Network, le SDSN, qui est un organisme de l'ONU, qui travaille sur les indicateurs objectifs de développement durable. Alors, il place la France en 4e sur 162 pays, donc on voit bien qu'il y a un décalage. Donc, l'intérêt, c'est d'aller plus loin, c'est de voir, finalement, c'est pas de comparer les indices de positivité par rapport au SDSN, mais de savoir pourquoi ça ressort comme ça. Donc, on a quelques éléments qui permettent de pointer des petits enjeux. Par exemple, dans cet indice de SDSN, la France est relativement bien placée, ça vous étonnera peut-être, mais sur les questions de pauvreté, parce qu'on a un système redistributif qui permet d'amortir les inégalités, etc. Et la pauvreté, sauf erreur de ma part, n'est pas un indicateur repris dans l'indice de positivité national de votre forum. Autre élément des différences, on ressort assez mal, m'a-t-il semblé, dans votre indice sur la part des énergies renouvelables. Alors c'est vrai que la France doit faire beaucoup mieux, elle s'est fixé un objectif de 32% à 2030. Aujourd'hui, on en est quand même à 16%, donc c'est plutôt pas mal. J'ai vu que dans vos chiffres, vous situiez la France à 9%, donc ça, il faut qu'on aille creuser, il faut qu'on aille voir pourquoi, et c'est ça l'intérêt de comparer ces indices. Mais en fait, la France est sans doute pas si mal placée que ça, du point de vue des énergies renouvelables, malgré l'historicité et l'antériorité du secteur nucléaire. Et puis, troisième élément, et je m'arrêterai là-dessus, c'est sur l'éducation. Vous savez qu'il y a un gros débat international sur les performances de la France. Il y a un indice qui s'appelle PISA, qui met l'accent sur la reproduction des inégalités et qui est un élément que vous-même mettez en avant. À côté de ça, il y a un certain nombre de forces du système éducatif français. Et donc, selon qu'on regarde le type d'indicateur, on n'aura pas le même classement de la France. Mais ça nous amène quand même à souligner que, bien entendu, il y a des démarches de progrès. Il y a un indicateur qui est assez négatif pour la France, c'est celui du taux de chômage des jeunes, pour le coup. Et donc, voilà, ce travail sur les indicateurs nous conduit, vous comme nous, à aller identifier les points d'amélioration selon la formule du secrétaire général de l'ONU, qui est « on est tous sur la voie du développement durable ». C'est-à-dire que personne, aucun État, aucune entreprise, aucune collectivité n'est en situation achevée de développement. On a tous une démarche de progrès engagée et je pense que c'est ça qui nous rassemble. Merci beaucoup pour votre propos très clair. Pour ce premier tour d'expérience, on est bien sûr très désireux avec l'Institut de l'économie positive de poursuivre les échanges. Alors pas forcément pour homogénéiser toutes nos façons de mesurer, toutes nos métriques, tous nos périmètres, mais en tout cas pour essayer de comprendre les points sur lesquels on n'a peut-être pas forcément la même lecture. Et je pense que c'est dans la complémentarité des outils qu'on peut avancer. Vous avez raison de souligner le choix méthodologique qu'on a fait, qui est celui d'un indice agrégé. On a eu l'occasion dans la commission qui a remis le rapport au président Hollande en 2013 d'avoir beaucoup d'échanges avec différents économistes et de peser le pour et le contre de ce type d'indice. On a fait le choix effectivement d'un indice qui allait pouvoir parler au plus grand nombre, et donc vous avez très justement souligné l'impact en termes de vulgarisation, de communication. Donc ça, c'est très important. Vous mentionnez le coût de l'accès aux données, c'est évidemment un sujet, notamment pour l'indice Nation, avec le recours à des bases qui existent, mais la volonté, idéalement, d'aller peut-être aussi demain ouvrir d'autres canaux d'accès à des données qui permettront d'être encore plus fins dans l'évaluation de la positivité des pays. Et puis sur la pauvreté, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus loin dans la masterclass. On l'aborde sous différents angles, on l'aborde sous l'angle de la qualité du logement, on l'aborde sous l'angle de la santé
santé, on l'aborde sous l'angle de l'éducation. Donc il y a bien différentes, j'allais dire, composantes de la pauvreté qu'on traite, mais votre point est intéressant, on l'aborde peut-être pas de la même façon. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. Je voudrais à ce stade donner la parole. Oui, Jacques, allez-y. Parce que notre indice n'est pas un indice qui mesure la situation actuelle, c'est un indice qui mesure les conditions dans lesquelles on peut s'améliorer. Donc on ne fait pas une photographie de l'existant, on mesure comment on peut penser que le pays, la ville ou l'entreprise se prépare à être mieux. Donc c'est vrai qu'on est tout à fait preneur de commentaires qui vont nous aider à améliorer. Mais il faut faire attention à ne pas refuser de voir les problèmes et pour ça casser le thermomètre. C'est à vous que je m'adresse en disant ça, monsieur. Parce qu'on peut s'améliorer, mais à condition qu'on sache de quoi on parle. Nous, ce dont on parle ici, c'est comment faire en sorte que les ODD soient atteints. On ne mesure pas le niveau des ODD d'aujourd'hui, on mesure la façon dont on pourra les atteindre en agissant sur les paramètres qui font que les ODD s'améliorent. Donc la question, c'est si on veut améliorer la lutte contre la pauvreté, c'est pas en mesurant la pauvreté d'aujourd'hui, c'est en mesurant ce qu'on fait pour que la pauvreté se réduise plus tard. Et c'est ça qu'on essaye de faire en parlant d'éducation, de santé, etc. Merci. Et effectivement, l'importance d'avoir des historiques de temps long, parce qu'on ne peut pas utiliser les indices tels qu'on les a conçus pour déduire, par exemple, d'une année sur l'autre, que telle réforme aurait eu tel effet sur la positivité. On est bien sur vraiment des créations d'historiques. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole peut-être à André Prieto et également à Youssef Assagno pour pouvoir peut-être réagir à ce stade. Vous êtes représentant d'un collectif étudiant, le Manifeste pour un réveil écologique. Vous êtes aujourd'hui plus de 20 000, vous allez nous redire, dans le monde. Et je pense que c'est important que vous puissiez l'un et l'autre nous dire vraiment de façon très brève ce que vous attendez d'une part de cette masterclass, ce que vous faites et ce que vous entendez faire avec le manifeste que vous représentez. Et puis, est-ce que vous avez un ou deux messages? Vous aurez l'occasion de reprendre la parole un peu plus loin dans les échanges, mais un ou deux messages sur la base de ce que vous avez déjà entendu comme témoignage. Voilà, je vous laisse la parole à tous les deux. Très bien. Bonjour et merci pour l'invitation de la part de l'Institut de l'économie positive pour cette prise de parole aujourd'hui. Alors, André et moi sommes deux étudiants parmi les 32 000 signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Dans ce texte, nous exprimons notre frustration face au décalage entre l'ampleur du défi environnemental qui se présente devant nous et le peu d'actions engagées pour y répondre. Et nous sommes déterminés à changer un système économique en lequel nous ne croyons plus. Et pour cela, nous sommes prêts à remettre en question notre zone de confort pour que la société change profondément. En particulier, nous refusons de travailler pour des entreprises qui ne mettent pas au cœur de leur stratégie les crises environnementales. Et en tant qu'étudiants et jeunes diplômés, nous avons deux leviers d'action principaux qui sont, d'une part, la formation que nous suivons et le choix de notre futur employeur. C'est pourquoi, loin de nous contenter d'un rôle de lanceur d'alerte, nous avons mené pendant 1 an une démarche d'ouverture pour identifier les freins au changement dans les entreprises et l'enseignement supérieur. Et nous avons donc rencontré des cadres dirigeants de plusieurs dizaines d'entreprises, principalement des directeurs de développement durable et des PDG, et sommes intervenus devant des conseils d'administration un peu lors de forums, et comme on le fait aujourd'hui par exemple. Le but, c'est vraiment d'appeler à un réveil écologique. Et donc, grâce à toutes nos rencontres et avec l'appui d'experts, nous avons pu passer des paroles aux actes et mettre à disposition des étudiants et des jeunes diplômés des outils concrets pour distinguer les entreprises réellement engagées dans la transition de celles qui se contentent d'actions marginales. Parmi ces outils, il y a des critères pour évaluer le degré d'engagement d'une entreprise sur ces questions environnementales. Et donc, dans une démarche de transparence, c'est un mot qui a été déjà prononcé plusieurs fois, nous avons traduit donc, ces critères en question, puis nous avons envoyé les questions aux entreprises et nous avons publié les réponses sur notre site web de manière à ce que tous les étudiants puissent y avoir accès de manière facile. Et à ce jour, plus d'une 50aine d'entreprises nous ont répondu et nous invitons vivement les autres à se rapprocher de nous pour en faire autant. Nous avons décidé de ne pas les classer, ces entreprises, ni d'analyser nous-mêmes les réponses. Néanmoins, nous avons conçu un guide anti-greenwashing pour permettre aux étudiants de se forger leurs propres avis en pointant du doigt là où il faut se méfier et en montrant qu'est-ce qu'une action qui est réellement ambitieuse. Et donc, début novembre, nous avons également lancé un appel aux employeurs qui a été relayé par des milliers d'étudiants, des jeunes diplômés et des professionnels. C'est un appel qui formule 6 demandes précises, dont l'une d'entre elles est de repenser l'utilité et les messages de l'entreprise dans le contexte actuel qui est celui de l'urgence environnementale. Et pour revenir sur l'indice de positivité, nous pensons que pour des raisons de transparence et l'accessibilité des données à tous les membres de la société, nous pensons que la publication de ces indices
de positivité pour les entreprises notamment et leur classement serait appréciable afin de permettre aux étudiants et jeunes diplômés de choisir leur emploi en toute connaissance de cause et aussi pour aller challenger, je dirais, les entreprises en interne pour les faire évoluer encore plus vite et encore plus loin. Donc, pour conclure, l'urgence écologique appelle vraiment des actions immédiates et une mobilisation de tous. Donc nous sommes ravis d'être autour de cette table pour contribuer à cette réflexion et lancer une dynamique, ou accélérer, parce qu'il est déjà lancé, une dynamique collective autour de ces questions. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Donc merci Cyril, merci Andrel. Vous aurez l'occasion effectivement de réagir. C'est important votre témoignage parce que un des partis pris importants de cet indice au départ, de ces indices, ça a été de ne pas faire un travail qui soit destiné qu'à des experts, à des gens qui savent analyser des documents de référence, des rapports de performance extra-financière, etc. Mais c'est de faire des indices qui soient justement utiles aussi à des jeunes qui cherchent un emploi, pas pour devenir la boussole ultime pour tous les jeunes qui cherchent l'entreprise la plus positive, mais en tout cas pour venir contribuer avec un autre faisceau d'outils à une prise de décision éclairée. Donc effectivement, c'est important que vous soyez là aujourd'hui pour partager vos attentes. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu de retard, mais on va essayer d'avancer. On plonge dans notre première session thématique. Vous avez vu qu'on a décidé avec Audrey, Jacques et les équipes de l'Institut d'organiser cette masterclass autour des grandes priorités qui ont été présentées ce matin et qui ressortent des travaux menés par Bain et l'Institut de l'économie positive sur les attentes des citoyens. Une des premières attentes, évidemment, c'est l'environnement. Ensuite, on va parler de lutte contre la pauvreté, d'éducation, de transparence et de droits humains. C'est bien sûr des priorités majeures et qui doivent être prises en compte et qui doivent être traduites dans les mesures de performance que les outils indices de positivité permettent de faire. Alors d'abord, pour parler d'environnement, on a quatre panélistes, 4 intervenants en profil très complémentaires et intéressants. Donc Thierry Pêche qui dirige le think tank Terra Nova, mais vous êtes surtout là aussi, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup, en tant que coprésident de la Convention citoyenne pour le climat, qui je crois est à peu près à mi-mandat. Vous devez avoir fait 2-3 sessions, enfin vous nous en direz un mot. Et donc évidemment, ça nous intéresse de voir comment vous travaillez sur l'alimentation en information de tous les citoyens qui composent cette convention. Et je suppose que le rapport à l'expertise sur les questions d'environnement n'est pas simple pour les citoyens. Comment des indicateurs alternatifs, des indices tels que ceux que nous développons peuvent contribuer, en tout cas, à éclairer le travail assez pilote d'une convention comme celle-ci. Donc ça, c'est intéressant qu'on vous entende là-dessus. Marie-Claire Daveux, vous dirigez le développement durable et les relations institutionnelles de Kering. Vous êtes évidemment faites partie des entreprises qui se sont engagées très tôt dans la mesure de leur positivité et qui ont souhaité faire ce travail d'introspection et de diagnostic. Donc évidemment, votre témoignage est très important. Et je crois que sur les questions d'environnement, vous avez un certain nombre d'éléments que vous souhaitez verser au débat et d'outils. Stanislas Potier, vous dirigez l'investissement responsable chez Amundi. Vous occupez notamment de financement de projets positifs. Donc évidemment, ça nous intéresse aussi, notamment en écho à ce qui a été dit un peu plus tôt dans les échanges. On est assez convaincus que effectivement, le secteur financier et un peu plus tard, on parlera aussi plus spécifiquement du capital investissement, ont un rôle important à jouer dans la massification de l'usage des indices et dans la transformation d'un certain nombre de modèles économiques. Et enfin, Anne Lemort, vous êtes experte environnement et climat, vous avez travaillé à l'ONU et vous nous apporterez aussi un regard, d'institution internationale, mais pas uniquement sur ces outils. D'abord, Thierry Pêche, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, alors où vous en êtes, parce que peut-être que je me suis trompé sur le parcours et le cahier des charges de la Convention citoyenne pour le climat, et nous dire finalement quelle est votre lecture de ces outils, de ces indices de mesure de la positivité et de la façon dont vous pensez que ça peut ou pas, ou comment, ou à quelles conditions alimenter vos travaux. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité à Jacques Attali et merci à tous pour votre accueil. Alors non, vous n'avez pas commis d'erreur, nous en sommes à peu près à mi-mandat, en effet. Nous avons planifié 6 sessions et nous en avons réalisé 3. Peut-être je vais commencer par rappeler de quoi il s'agit et puis ensuite j'en viendrai au point que vous avez évoqué et quelques autres aussi, c'est-à-dire les différentes intersections qu'il y a entre le travail que vous développez et le travail que nous essayons de conduire. La Convention citoyenne pour le climat a été annoncée par le président de la République lors de la conférence de presse qu'il a donnée à la fin du grand débat le 25 avril dernier. Il a donc souhaité qu'une convention réunissant 150 citoyens tirés au sort et représentatifs de la diversité de la société française puisse se tenir pour faire au gouvernement, à l'exécutif dans son ensemble, des propositions qui, selon les termes de la lettre de mission qui nous a été adressée par le Premier ministre, doivent être de nature à conduire notre pays à réduire d'au moins 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990, et ce, dans un esprit de justice sociale. Ce point est évidemment
très important et fait l'objet de nombreux commentaires et réflexions de la part des citoyens que nous avons réunis. Il nous est également demandé, dans cette lettre de mission, de donner aux propositions que nous ferons au gouvernement et au président de la République la forme de mesures législatives susceptibles d'être soumises sans être modifiées, sans filtre, a dit le président de la République, soit au Parlement pour examen, adoption ou rejet, soit au peuple français par voie référendaire, soit encore la forme de mesures réglementaires qui pourraient être d'application directe si le gouvernement et les administrations le décidaient. Voilà le cadre dans lequel nous travaillons. Donc ces 150 citoyens ont été tirés au sort, c'est-à-dire que nous avons généré 255 000 numéros de téléphone et nous avons procédé à des appels. Et à chaque fois que nous croisions quelqu'un qui nous disait « oui, ça m'intéresse », et ils étaient nombreux, je tiens à vous le dire, l'appétence dans ce pays pour ce type d'exercice est extrêmement élevée. Songez que sur 100 personnes avec qui nous pouvions avoir une conversation et présenter l'entièreté du projet, 30 nous disaient oui tout de suite. 35 nous disaient « il faut que je m'organise » et 35 nous disaient non. Donc dans 65% des cas, nous avions une manifestation d'intérêt. Donc nous avons passé ces coups de fil et les personnes qui nous disaient oui, eh bien, au début on leur disait oui aussi, et puis à la fin on cherchait évidemment, puisqu'il fallait un panel représentatif, un type sociodémographique un peu plus précis à chaque fois, et donc il nous est arrivé de dire non à des gens qui nous disaient oui, et finalement nous avons réussi à composer ce panel. Et donc nous voici au milieu du travail. Au début du travail, l'exercice était assez simple, il consistait à transmettre des informations relatives au consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Et beaucoup des citoyens que nous avions devant nous, parmi lesquels se trouvaient peut-être quelques climato-sceptiques, mais finalement très peu nombreux, nous ont néanmoins dit « nous avons pris une claque, nous avons pris une baffe ». Voilà les termes qui ont été employés. De fait, la démarche de leur part était une démarche volontaire. On peut donc penser qu'ils avaient un peu de sensibilité aux questions climatiques. Et malgré cette sensibilité, devant l'exposé de paléoclimatologues, de scientifiques, la réaction a d'abord été une prise de conscience assez violente. Alors j'en viens au point que vous évoquez et à quelques autres. Et peut-être je ne vais pas commencer par celui que vous évoquez, mais par un autre, puisqu'il est aussi au cœur de vos indices de positivité, c'est la construction du consensus pour les générations futures. Finalement, l'essence de cette convention est peut-être de construire un consensus d'action, une voie d'action collective. Pourquoi ? Parce que si le climat, ou plus exactement si le péril climatique divise assez peu la société française, et nous avons cette chance, les moyens de lutter contre le réchauffement, eux, divisent fortement la société française. Et nous avons eu l'occasion de le constater à plusieurs reprises ces dernières années, mais en particulier l'an passé avec, non pas l'introduction de la taxe carbone, elle existait déjà, mais sa découverte par le grand public à la faveur d'une augmentation des cours du brut. Et donc nous avons constaté à cette occasion, une nouvelle fois, que finalement, la société est assez divisée quand il s'agit de se mobiliser contre le réchauffement, parce que toutes les mesures que l'on peut imaginer pour ce faire font des gagnants, des perdants, et supposent des efforts de tel ou tel segment de la société, et parfois des changements de mode de vie. Donc ce sont des mesures qui vont au cœur de nos habitudes les plus ancrées et les mieux partagées. Le pari de la Convention consiste à dire que si 150 personnes aussi diversifiées, aussi fidèlement représentatives de la diversité de la société française arrivent à se mettre d'accord sur des mesures structurantes telles qu'elles sont décrites dans la lettre de mission que nous a adressée le Premier ministre, eh bien, nous pouvons espérer que des millions de Français seront capables, eux aussi, de se mettre d'accord. Nous pouvons espérer que nous aurons plus ou moins saturé le champ des arguments, des objections, des oppositions, des contradictions, et que la voie qui aura été privilégiée à 150 est une voie qui mérite d'être expérimentée, explorée dans la collectivité nationale. Donc il s'agit bien de construire un consensus sur des sujets qui divisent, et il s'agit de le construire pour les générations futures, à tel point d'ailleurs que nous avons intégré dans le panel, ce qui ne nous était pas demandé, mais ce qui nous paraissait naturel, des personnes mineures de 18 ans. Nous avons, parmi les 150 citoyens, des citoyens qui n'ont pas encore le droit de vote, mais qui sont néanmoins les citoyens qui demain subiront le plus fortement les effets du réchauffement climatique, des citoyens qui ont entre 16 et 18 ans, et qui donc sont parmi nous. J'en viens au point que vous souleviez, qui est effectivement très important, le point relatif à la relation aux experts, à la relation au savoir,
dans cette Assemblée. Cette Assemblée étant représentative de la diversité de la société française, elle compte, comme la société française, un peu plus d'un quart de gens qui n'ont aucun diplôme, ou en tout cas aucun diplôme supérieur au brevet des collèges. Et ils sont d'ailleurs en général, dans l'ensemble, dans la Convention, plus jeunes que dans la société, parce qu'en général, les sans diplôme en France sont pour une large part, pour un tiers, des personnes qui ont plus de 70 ans. Ces gens sont confrontés à des questions d'une grande complexité et d'un niveau de technicité parfois très élevé. Ce ne sont pas des experts, ils ne sont pas là pour ça. Et d'ailleurs, lorsque la proposition leur en a été faite, beaucoup ont dit « mais nous n'avons pas de compétences particulières ». Et nous leur avons répondu « vous n'avez pas de compétences scientifiques particulières, mais vous avez une compétence de jugement. C'est cela qui nous intéresse. Nous n'attendons pas de vous que vous produisiez des propositions forcément très originales ou de la connaissance. Nous attendons de vous que vous formuliez votre jugement. » Alors, quel est le rapport de ces gens avec les savants, les experts? Là, l'expérience de la Convention est pour moi et pour beaucoup d'autres qui l'observent extrêmement intéressante. Il y a dans la société une incertitude sur la place de la science dans le débat démocratique. Elle est contestée, elle est parfois, je dirais presque humiliée par les fake news, etc. Et on avait cette crainte aussi de rencontrer ce type de difficultés. On a mis en place d'ailleurs un comité de fact-checking qui est composé de chercheurs qui acceptent d'être d'astreinte lors des week-ends de session de la Convention à titre bénévole à travers le pays et qui se voient donc adresser un certain nombre de questions. Il y a deux conditions qui ont fait que les experts ont été très écoutés et très respectés. La première, c'est qu'ils ne se sont pas présentés comme les instituteurs de la société. Ils ne se sont pas présentés comme des professeurs. Ils se sont présentés comme des serviteurs et des conseillers. Et c'est une grande leçon d'humilité à méditer pour la société dans son ensemble, me semble-t-il. La deuxième, c'est qu'ils ne se sont pas présentés comme des propriétaires de la vérité, mais comme les professionnels de sa recherche. Comme l'a fait le GIEC à plus grande échelle depuis 10 ans. Et je crois que si le GIEC est une réussite, c'est parce qu'il a su aussi montrer que la science, c'était l'affrontement avec les doutes et pas nécessaire, et pas seulement la transmission d'une vérité. Enfin, je voudrais ajouter un dernier point qui ne figure peut-être pas aussi évidemment dans les indices de positivité que vous avez développés, mais qui est bien sûr dans votre esprit, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Attali, c'est que le progrès appelle une vision un peu claire de l'avenir et une vision positive de l'avenir. Et la question climatique, de ce point de vue-là, n'est pas simple. Je crois que nous ne pourrons la relever, c'est ce qui ressort aussi des échanges de la Convention, que si nous combinons, si nous articulons 3 niveaux de conscience. Une conscience du péril, qui s'est beaucoup développée dans notre pays, en particulier chez les jeunes, et nous venons de vous entendre le dire. Elle est nécessaire, mais elle est anxiogène. Elle peut donner naissance à une nouvelle génération de no future. Il faudrait s'en méfier. Il y a une forme d'anarcho-mélancolie qui peut se développer autour de ça. Sauf si on arrive à développer le deuxième niveau de conscience, qui est la conscience pratique, la conscience des moyens d'agir. Mais cette conscience des moyens d'agir ne suffit pas non plus. Il faut une conscience du fait que la société de l'après-carbone est une société meilleure que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pas simplement pour se libérer psychologiquement d'une angoisse, mais parce que c'est difficile de mettre en mouvement une société sans lui proposer un horizon de progrès. Or, je pense que c'est un horizon de progrès. Peut-être pas à 2030, mais à 2050 certainement. C'est une société dans laquelle nous vivrons mieux, dans laquelle nous serons en meilleure santé, dans laquelle nous paierons moins cher l'énergie, dans laquelle, etc., etc., etc. Et si cette vision n'est pas développée, je finis sur ce point, nous aurons beaucoup de mal à, cette vision positive, nous aurons beaucoup de mal à marcher ensemble et à surmonter nos divisions. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour l'explicitation. C'est précieux d'avoir une explicitation des travaux menés dans le cadre de la Convention. Je vais revenir sur quelques-uns des points, mais je voudrais sans tarder donner la parole à Marie-Claire Daveu, qui, je crois, a une contrainte horaire. Marie-Claire, merci beaucoup d'être présente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots, et d'ailleurs n'hésitez pas à rebondir sur des témoignages précédents, pourquoi vous avez engagé le groupe Kering dans le travail d'introspection et d'analyse de sa positivité, et ce que vous en attendez aussi pour la suite, finalement, en termes de vision de long terme, pour rebondir sur un des points que Thierry Péché évoquait.
Oui, merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à Jacques Attali pour l'invitation. Et je vous prie par avance de m'excuser, parce qu'effectivement, je vais filer après les 3 minutes que vous m'avez autorisées. Peut-être deux choses, et j'en profite, vous aviez aussi posé la question, au-delà du pourquoi on s'est engagé dans l'indice de positivité, sur ce pilier environnement qu'on aborde aujourd'hui, de partager avec vous un élément qui nous semblait en fait un peu crucial dans notre politique de développement durable. En 1 minute, j'avais envie en fait de vous parler de ce que l'on appelle notre compte de résultats pour l'environnement, notre IPNL. Pourquoi ? Tout simplement, et ça a été dit par Anne Hidalgo, si on veut avoir une politique environnementale solide, il faut à la fois avoir des objectifs quantifiés. Certes, le qualitatif est important, mais c'est quand même bien de quantifier, et notamment pour coller à l'approche aussi financière. Et deuxièmement, pour avoir des objectifs quantifiés, des indicateurs de résultats, il faut être en capacité de mesurer où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous en sommes précisément. C'est pourquoi nous avons développé en fait un outil que certains autour de la table et dans la salle connaissent, qui s'appelle en fait l'IPNL, le compte de résultats pour l'environnement. Et très rapidement, cet outil en fait permet de mesurer notre empreinte environnementale, non seulement au sein de nos propres opérations, mais aussi dans la supply chain, donc dans notre chaîne de fournisseurs. Ça me semble essentiel parce que quand on regarde en détail où sont nos impacts environnementaux, plus de 90% de notre impact environnemental est lié à notre chaîne de fournisseurs, et environ, je fais des arrondis, 50% au niveau de ce que l'on appelle le rang 3 ou le rang 4, qui est vraiment le champ de coton, l'élevage bovin, l'élevage ovin, etc. Donc c'est pour ça que ça nous semblait vraiment important d'avoir un clair diagnostic d'où nous en sommes. Par rapport à cette cartographie de nos impacts environnementaux, c'est ainsi qu'on a construit, notamment sur le pilier environnemental, notre politique, en se disant, à échéance 2025, on veut réduire de moins 40% notre empreinte environnementale, moins 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Je vous passe les détails et on essaye de construire donc derrière en fait un certain nombre de programmes. Ce qui me semble intéressant aussi à partager aujourd'hui avec vous, parce que ça correspond complètement à l'objectif du groupe, c'est le côté approche collaborative. La méthodologie du compte de résultats pour l'environnement, nous l'avons mis en open source. Toutes les bonnes pratiques, nous les mettons en open source, considérant, et en tant que représentant du ministère, vous l'évoquiez, il faut vraiment une approche collective. On a besoin des ONG, on a besoin des scientifiques, on a besoin évidemment des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises. Donc c'est pour ça que nous, on est très animés par ce côté partage et open source. En juin 2019, on a lancé en fait une nouvelle plateforme digitale où toutes les données sont accessibles à la fois à nos compétiteurs et à toutes les personnes qui sont intéressées pour les utiliser. Et nous avons également aussi, croyant que nous possédons, alors je veux rester humble, mais en même temps assez réaliste sur le fait que grâce à ce travail, nous avons pu collecter un certain nombre de données environnementales worldwide qui nous semblent intéressantes. Donc nous avons organisé un hackathon où il y a eu énormément de jeunes participants qui venaient un petit peu de partout pour essayer de mettre en œuvre de nouvelles apps à partir de ce type de données. Maintenant, en 30 secondes, pour vous répondre sur l'indice de positivité, nous sommes intéressés, et dans la continuité, on va dire, de notre engagement sur la mesure de l'impact environnemental et toujours dans cette logique de collaboration, il nous semblait important d'approfondir un dialogue à la fois sur la croissance et le côté en fait inclusif, à la fois avec Positive Planet et aussi, on va dire, sous votre houlette. Donc ça nous a intéressés. À la fois, je dirais, on a eu confirmation parce que de choses où on estimait qu'on était pas mal, et l'évaluation a été vous êtes pas mal. Et puis d'autres sujets où nous nous sommes dit il y a encore une vraie démarche de progrès, et je crois que c'est complètement dans l'esprit et dans la philosophie du développement durable qui est derrière, avec
donc une démarche de progrès, puisque nous avons ainsi obtenu la note B. C'est pas mal, mais peut mieux faire, comme vous l'évoquiez, moi aussi, mon père et ma mère me disaient ça quand je ramenais le bulletin de notes. Donc, plus sérieusement, c'est aussi dans cet objectif que ça permet de motiver les gens en interne, que ce soit le top management ou aussi les collaborateurs du groupe, parce que je crois qu'avoir un regard externe, c'est toujours quelque chose de positif. Donc, il ne faut pas être modeste. Quand on a une bonne note, il faut être content. Et quand on a une moins bonne note, se dit que l'année prochaine, avec vous, on progressera. Voilà. Merci encore et désolé de devoir filer. À très bientôt. Merci.